c'est grave. La culture, ça sert à provoquer de l'adhésion, ça sert à nous faire adhérer. Je veux dire, tout l'art contemporain, je veux dire, c'est une violence d'adhésion. Enfin, je veux dire, on passe l'essentiel à essayer d'adhérer au truc. Je veux dire, je me rappelle, je suis au Palais de Tokyo, parce que moi j'étais un petit soldat de ça. Hein. Pendant des années, mon métier, c'était de faire adhérer à ça. Et donc j'essayais déjà, moi, d'adhérer, ce qui est vraiment pas simple. Je suis devant un porte-partition au Palais de Tokyo à Paris, un porte-partition avec des pinces à linge de toutes les couleurs. Ça vaut une somme extravagante. Tu vois, c'est derrière un rideau rouge, un truc. Et puis là, tu regardes, quoi. Tu visites, quoi. Tu vois. Et puis là, tu regardes le porte-partition avec ses pinces à linge, tu vois. Puis t'es clivé. C'est-à-dire, t'as une partie de toi qui hurle que c'est une arnaque qui relève du pénal, tu vois. Puis t'as l'autre partie qui essaie de dire non, il y a une démarche. Moi, j'appelle ça de la tu vois, c'est clair. Je veux dire, vous êtes déjà entré dans une maison de la culture. Moi, je suis entré dans la maison de la culture d'Amiens une fois. Vous savez, les maisons de la culture de Malraux, ces trucs, c'est immense. Il n'y a jamais personne. On appelle ça les cathédrales de la culture. Mais là, dans une vraie cathédrale, tu as au moins une petite vieille qui prie. Là, même pas, il n'y a personne. Tu vois, je veux dire. Donc, tu rentres là-dedans. C'est fait pour impressionner, c'est fait pour faire peur. Ce truc, c'est religieux, c'est un temple. Tu vois, tu rentres comme ça, tu parles tout bas, tu sais même pas pourquoi. Enfin, tu vois, et puis là, il y a une œuvre. C'est des bidons, des gros bidons en métal, toute une rangée de bidons contre un mur comme ça, je ne sais plus combien il y en avait. Et donc c'est une œuvre. Donc voilà, Puis sur chaque bidon, il y a une petite photographie Polaroid, toute nulle, toute pourrie, mal prise exprès. Et vous comprenez qu'il y a marqué qu'on a pris la photo de là où on a pris l'eau qui est dans le bidon. Et que vous comprenez que vous avez un bidon d'eau du Nil, de la Volga, du Yangtze-Kiang, du Mississippi, de la Loire, hein, nul n'est censé ignorer la Loire, etc. etc. Enfin, je veux dire, vous avez comme ça, je ne sais pas combien, 40 bidons. Et là, vous êtes devant une bifurcation intellectuelle. J'adore la formule. Dans le secret de votre conscience, il va falloir prendre une décision. Et cette décision est une décision politique. Ouais. Ah ouais. Ouais. Personne ne vous regarde, vous êtes tout seul. Soit vous dites c'est complètement con. Puis ça se trouve c'est bidon, ça se trouve c'est de l'eau d'Amiens. Puis c'est complètement débile. Puis si on me file des millions, je vais bien aller chercher de la flotte. C'est quoi ces conneries? Ça a dû coûter combien? C'est mon fric. Enfin, je veux dire, Puis je pourrais faire pareil. Enfin bref, voilà. Et vous êtes un prolétaire. Vous faites une réflexion sensée. Soit vous dites, bon, moi je trouve ça complètement bidon, mais si je le dis, je vais avoir l'air d'un prolo. Vaut mieux que je dise qu'il y a une démarche. Et vous décidez, attention parce que j'ai pesé chaque mot de la phrase, vous décidez de faire partie des gens capables d'apprécier, je n'ai pas dit de comprendre. L'art contemporain prétend expulser le sens de l'œuvre. Hein. C'est ton regardeur qui doit... Vous connaissez l'histoire. C'est le spectateur qui attribue le sens de l'œuvre. S'il y a un sens qu'on peut deviner, c'est du socio-cul, c'est plus de l'art. Bon d'accord, je reprends la phrase au début parce que je vous sens perplexe. Hein. Vous avez vu l'œuvre invisible là? Tout le monde l'a vu, c'est à 15 000 €. Bon. Mais c'est ce qu'il dit. Il dit c'est au spectateur d'attribuer, d'imaginer ce qu'il y a derrière. Voilà. Donc. 15 000. 15 000, ça va. La banane sur le mur, elle était plus chère. Hein. Et donc, je reprends. Vous décidez de faire partie des gens capables d'apprécier cette démarche. Et l'art contemporain, la culture avec un grand Q, réalise ce petit miracle. Hein. Comme vous a dit Anthony, l'enjeu des luttes de classe, c'est toujours de faire basculer la petite bourgeoisie intellectuelle, les classes moyennes vers les ouvriers, vers le peuple, vers les prolos et pavés, etc. Et donc l'art contemporain réalise le miracle inverse. Deux animatrices de mes amis d'un mouvement d'éducation populaire absolument magnifique qui s'appelle Peuple et Culture, qui est un super mouvement qui est né en 45, enfin un truc super. On avait cette discussion dans les années 90, moi quand j'étais encore un petit soldat de ça. Hein. J'essayais moi aussi
démarche. Et donc, elle me raconte qu'elles emmènent des jeunes de banlieue sur le volet culturel du contrat de ville. Vous savez, c'est du fric pour emmener alors vraiment, tout. Il faut qu'ils soient arabes, il faut vraiment qu'ils ne manquent rien, tu vois. Là, tu as la subvention. Et donc, elle les avait emmenés à la Documenta de Kassel, qui est la grande biennale d'art contemporain en Allemagne, à Kassel. Et il se trouve que l'artiste qui avait signé le pavillon allemand avait fait carreler un pavillon par des carreleurs qui avaient mis un point d'honneur à faire un travail. Enfin, ils ont un métier, c'est des carreleurs, puis c'est une biennale d'art. Et donc, ils ont carrelé un bâtiment entier, un truc magnifique. Il les a remerciés. Ensuite, son acte d'artiste, il a pris un marteau et il a pété la totalité du carrelage, comme ça, pas à pas, et il a marqué Deutschland. Bon, voilà. Donc, vous voyez un peu la symbolique. Et donc l'œuvre consistait à traverser un pavillon, crouich sur des gravats de carrelage. Et les jeunes, donc les jeunes qu'elles emmènent voir ça, il y a un moment, ça rate pas. C'est-à-dire qu'il y a un des jeunes qui dit Madame, sans dire, si on pète un abribus, vous nous filez des millions, quoi. C'est une remarque intelligente. Une remarque extrêmement sensée. Oui, c'est une responsabilité. Ce qui est intéressant, c'est la réponse qu'elles vont leur faire. Moi, aujourd'hui, j'aurais fait une réponse différente. Mais à l'époque, je n'étais pas capable. Je n'avais pas encore lu sur l'art contemporain, je n'avais pas encore tout ça. Aujourd'hui, je saurais quoi répondre. Mais disons que je pense qu'une réponse d'éducation populaire, c'est-à-dire de culture pour se défendre contre le capitalisme, ça aurait été de dire à ces jeunes, mais oui, tu peux faire la même chose. Enfin, c'est absolument évident. Enfin, c'est sûr même. Ça ne demande aucune technicité particulière. Tu peux péter un abribus, mais non. Non, tu ne seras jamais repéré par les 10 commissaires et les 3 M, médias, marché, ministère, qui fabriquent le marché de l'art contemporain en France, pour que François Pinault aille défiscaliser 80 millions d'euros sur ton abribus. Et je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer pourquoi ce qu'on appelle l'art contemporain, c'est en fait de l'art de marché. Je vais t'expliquer comment on inverse c'est plus l'œuvre qui détermine au bout d'un nombre d'années que quelqu'un est un artiste, c'est le fait de dire lui, elle et lui sont des artistes. À partir de ce moment-là, tout ce qu'ils font vaut immédiatement des sommes pharaoniques, etc. Parce que ça permet de créer un marché. Faites pas des têtes perplexes parce que j'ouvre des parenthèses. Donc, quand je dis un truc, vous faites et je continue, d'accord? Parce que sans ça... Tu penses m'interrompre et me faire des grimaces dans mon dos Bon d'accord, j'ouvre une parenthèse. Il faut 3 choses pour faire un marché, 3 conditions. Il faut des biens en profusion. Vous ne pouvez pas avoir un marché avec du Velázquez, c'est impossible, il n'y a pas assez de tableaux. Vous pouvez faire un marché avec du Damien Hirst, parce que des armoires remplies de gélules, il peut en chier 5 par jour, d'accord? Donc il peut fournir le marché, d'accord? Donc il faut des biens à profusion, il faut des riches, c'est pour ça qu'il y a un marché de l'art qui émerge en Chine, il faut des millionnaires pour acheter ça. Et surtout, il faut une instance qui garantisse la valeur de l'œuvre. Et chez nous, c'est le ministère de la Culture. Vous avez par exemple une œuvre d'art, et par décision du Conseil d'État de 1991, le prix d'achat des œuvres d'art contemporain par le ministère de la Culture est tenu secret. Les journalistes, les députés, personne ne peut avoir accès à cette information. C'est un des seuls exemples, une seule exception de la République, parce que ça pourrait nuire à la cote de l'artiste. Par exemple, l'artiste français qui a fait une œuvre immatérielle qui s'appelle « Help me to become American citizen », qui est l'ensemble de ses démarches administratives pour obtenir un passeport américain. Il a vendu ça comme œuvre d'art au ministère de la Culture, qui a payé ça, des sommes qui vous feraient peur. Voilà. Le problème, c'est que c'est notre pognon, c'est pour ça que je m'autorise à en parler, parce que moi, je vais vous dire un truc, que les riches s'amusent avec leur pognon, j'en ai rien à foutre, mais là, c'est pas leur pognon, c'est le nôtre. Non, ça marche plus. Bref, pourquoi je parlais de ça? Donc, la réponse de ces 2 animatrices. Ah, merci. Je trouve que il y a un qui suit, hein. T'es sûr que c'est là que je dois dire ça? La réponse, ça, je trouve que ça aurait été une réponse d'éducation populaire. Je vais t'expliquer comment on fait un marché de l'art, comment on fait un marché tout court. Vous avez plein de marchés aujourd'hui. Vous avez un marché des catastrophes. Je ne sais pas si vous savez ça. Vous pouvez acheter des actions sur des tsunamis. Les cat bonds, ça s'appelle. On peut faire un marché avec plein de trucs, hein. Donc, avec du vide, avec de l'art contemporain, c'est parfait. Et donc ça aurait été une réponse d'éducation populaire. Au lieu de ça, elles vont m'expliquer qu'elles leur disent, à ces jeunes qui viennent de dire « Ah, madame, je pourrais faire pareil ».
Elle dit, c'est dommage que tu dises ça, parce que ça prouve que tu n'es pas capable Oh, quelle horreur. de comprendre, et là, elle utilise le mot comprendre, Ouais, quelle horreur. la démarche de cet artiste. Pas capable. Untermensch. Ouais. Je ne sais pas si vous voyez la violence symbolique de ce truc-là. C'est une horreur, en fait. Eh ouais, parce que On si le on fait veut tous, être en du fait, côté vraiment. du raffinement, mais on est tous passés par là, hein. Enfin moi le premier c'est pas la question, hein. Il faut qu'on tente de démontrer que nous sommes de ceux qui sont capables de comprendre, hein, D'apprécier. et d'apprécier. Et d'apprécier. À ce sujet, je vous invite au retour chez vous à écouter une émission de France Culture de 1972, hein, année de la victoire d'Eddy Merckx. Hein. C'est Pierre Bourdieu qui est invité sur France Culture. Hein. On la trouve en podcast. Hein. Et c'est une émission sur les musées. Et il dit la chose suivante, il dit les musées sont importants pour ceux qui y vont, dans la mesure où ça leur permet de se distinguer de ceux qui n'y vont pas. Bien. Nous, à l'Ardeur, on le dit un peu différemment. Nous, à l'Ardeur, on dit que la culture est un rapport social, c'est-à-dire un rapport de domination. La culture, si vous voulez, ce n'est pas une personne qui fréquente les musées. La culture, c'est ce que pense un groupe dominant qui fréquente les musées d'un groupe dominé qui ne les fréquente pas. Dans cette émission de France Culture, Bourdieu il explique la chose suivante. Il dit que en matière culturelle, c'est toujours la bourgeoisie qui va définir la culture légitime. C'est-à-dire celle qu'on va mettre à l'école, c'est la bourgeoisie, puisque c'est elle qui a créé l'école Jules Ferry, qui va décider la culture qu'on va placer à l'école. Hein. Parce que la bourgeoisie, c'est pour ça qu'on parle d'ailleurs de culture bourgeoise, culture légitime, culture bourgeoise. Hein. Et en fait, il explique que la petite bourgeoisie intellectuelle va tenter d'imiter la bourgeoisie dans ses choix culturels, sans d'ailleurs complément y parvenir. Ça aussi, c'est lui qui le dit. Il dit la petite bourgeoisie culturelle, c'est la bonne volonté culturelle. Voilà, on se la raconte, mais on a toujours un train de retard sur la bourgeoisie. Hein. Mais nous, ce qui nous intéresse de comprendre, le fameux bloc historique dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'en matière culturelle, la petite bourgeoisie intellectuelle, je veux dire, on parle d'un point de vue structurel, hein, chacune peut se dire non mais moi je ne fonctionne pas comme ça. On est bien sur des logiques structurelles. En matière culturelle, la petite bourgeoisie intellectuelle va toujours se définir à travers deux références. La bourgeoisie, qu'elle va tenter d'imiter, et par ces tentatives d'imitation, elle va faire un rapprochement idéologique, elle va se retrouver à fréquenter les mêmes lieux, dans les mêmes théâtres, dans les mêmes musées, etc. Et puis l'autre référence, ça va être le prolétariat, qu'elle va tenter de fuir. Surtout ne jamais ressembler à un prolo. Vous savez, la fameuse réplique, hein, les bofs, hein, ceux qui aimaient Belmondo dans les années 80. Dans les années 80, Belmondo était l'acteur préféré des ouvriers. Voilà. Et donc ils vont tenter de fuir les prolétaires. Et c'est pour ça que Bourdieu nous dit nos goûts sont avant tout nos dégoûts. Si vous voulez connaître les goûts de quelqu'un, faites-le s'exprimer sur ses dégoûts. Et les dégoûts de la petite bourgeoisie intellectuelle en matière culturelle, ce sont les goûts présumés, toujours présumés, des prolétaires. Le cyclisme, hein, le football, hein, le cinéma populaire, la variétoche, la télévision, comme s'il s'agissait d'une insulte. Hein. Moi, il y a quelques années de ça, je me suis débarrassé de mon écran télé. Je me souviens, j'habitais en colocation, et puis je me souviens du geste où j'ai déposé ma télé en pied d'immeuble. Et bien, je me suis rendu compte que dans les mois, les années qui avaient suivi, j'avais un besoin immense de faire savoir à la terre entière que je n'avais plus la télé. Et ouais, un espèce de truc, de réflexe qui me venait à chaque fois que je croisais quelqu'un, quoi. C'était ah mais en fait je t'ai pas dit. Ah mais je t'ai pas dit, j'ai plus la télé. Ah bah non, j'ai plus la télé. Ah bah non, bon débarras. Ah non, j'ai plus la télé. Hein. Ah bon, toi t'as encore la télé? Non, moi j'ai plus la télé. Non, depuis longtemps. En fait, je me suis aperçu que plus que le fait de ne plus avoir la télé, ce qui comptait, c'était de le faire savoir. Hein. Pour me distinguer, enfin je veux dire, et pour me faire accepter de la classe sociale à laquelle j'aspirais, et qui a vis-à-vis de la télé, la méfiance, la défiance, souvent du mépris. Hein. À tort ou à raison, ça c'est une autre question. Hein. Bon, ça m'empêchait pas le soir venu, tout seul sous ma couette, d'aller regarder les programmes télé en replay que j'avais loupé dans la journée, hein, on est bien d'accord. Hein. Et je pouvais dire, je n'ai plus la télé. Hein. Plus de 80% des petits bourgeois intellectuels vont au cinéma au moins une fois par mois, pour découvrir les films vantés par les cahiers du cinéma, Télérama et Le Masque et la Plume. Hein. Ce chiffre est de moins de 10% chez les ouvriers. Mais à chaque fois que les ouvriers se ruent en masse dans les salles de cinéma, les films qu'ils plébiscitent, hein,
De La Grande Vadrouille à Bienvenue chez les Ch'tis, ces films sont traités avec mépris par la critique de l'intelligentsia cinématographique. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas écrit sur Bienvenue chez les Ch'tis, par exemple? Il y a un sociologue qui s'appelle Dubois, qui a fait une petite expérience sociologique, une petite étude sociologique. Il a étudié tous les commentaires qui avaient été déposés sur le forum du film Bienvenue chez les Ch'tis. Il y a deux constats qui ressortent. Le premier, assez convenu, ce film divise. Il y a ceux qui ont adoré ce film, qui ont plutôt un profil sociologique prolétaire, et ceux qui ont détesté ce film, qui sont plutôt des bourgeois ou des petits bourgeois. Et ce qui est surtout intéressant, c'est qu'il a essayé de comprendre pourquoi les prolos avaient aimé ce film. Et en fait, à travers les messages qu'ils ont laissés, ils expliquent qu'ils ont aimé ce film de par la célébration des valeurs de solidarité populaire qu'ils ont trouvées dans ce film. En fait, ils se sont identifiés aux personnages. Pourquoi? Parce que c'est des personnages qui ont le sens de l'entraide, le sens de la coopération, qui sont capables à l'échelle d'un quartier de se filer des coups de main. Ce qu'un sociologue nantais qui s'appelle Jean-Noël Retière appelle le capital d'autochtonie. C'est des gens qui ont un franc-parler, qui sont capables de se dire les choses, mais qui manifestent une énorme générosité dans le don de soi. N'en déplaise à la petite bourgeoisie intellectuelle qui a massacré ce film, incapable de voir ce qui se jouait à l'écran. Les prolétaires, ils sont juste en train de nous expliquer qu'ils ne sont pas simplement allés voir des imbéciles heureux sur les écrans de cinéma. Ils sont également allés se renforcer dans leurs valeurs de solidarité. Je crois que ce qui se passe depuis maintenant une cinquantaine d'années, la disjonction de classes, la rupture du bloc historique sur fond de considérations culturelles, doublée d'un mépris de classe, vaut vraiment qu'on s'y attelle et qu'on agisse.